Juste pour faire une présentation extrêmement rapide de Stéphane Sirot. Donc les brochures sont au prix de 4 € l'unité. C'est des brochures qui constituent un véritable outil d'éducation populaire et d'outil d'éducation militante. C'est vraiment dans les organisations syndicales quelque chose qui s'arrache, qui se lit et dont les gens font leur miel, puisque voilà, Stéphane met à disposition à un prix somme toute modique des outils pour la lutte et pour le travail au quotidien. C'est pour nous par exemple à la FSU 80 quelque chose qui nous sert beaucoup. Stéphane, c'est un historien, un universitaire qui enseigne à l'université et qui est spécialiste des questions de la grève, du syndicalisme et des relations sociales et qui a fait des ouvrages de référence qui font date. Alors il y a ici des collègues qui ont passé des concours qui me disaient avant la réunion, mais moi j'ai cité Stéphane dans la bibliographie pour mes oraux de CAPES. Donc c'est quelqu'un qui a fait des travaux de fond et qui en même temps est un syndicaliste et est un militant CGT et qui donc dépense beaucoup d'énergie pour partager le résultat de ses recherches avec les militants et au-delà avec les citoyens pour nous aider à comprendre la période d'aujourd'hui et pour nous aider à agir sur cette période. Donc le débat d'aujourd'hui, on l'a intitulé « Syndicalisme, démocratie et dialogue social ». Moi j'aurais envie de rajouter, mais je pense que Stéphane ne se privera pas pour le faire, la lutte des classes aussi dans tout ça. Autrement dit, entre le dialogue social et la neutralisation de la lutte des classes par le dialogue social, comment comprendre justement la situation actuelle. Donc Stéphane, à toi de jouer. Merci, bonsoir. Oui, alors avant d'entrer dans le vif du sujet, vous n'avez pas été sans remarquer qu'en ce moment on parle beaucoup de démocratie. Sur évidemment l'articulation entre démocratie directe, démocratie représentative. Macron est même allé jusqu'à parler avec les intellectuels choisis qu'il a invités récemment de démocratie délibérative. Macron, donc je disais, est même allé en invitant les intellectuels, auxquels je mettrai quelques guillemets d'ailleurs, récemment, il est allé jusqu'à parler de démocratie délibérative, pour reprendre ce pléonasme creux dont il a le secret, parce qu'on imagine mal, évidemment, une démocratie qui ne soit pas par essence délibérative. Et ce mot démocratie, il est de fait, aujourd'hui, me semble-t-il, extrêmement galvaudé. Il l'est aussi, alors pas seulement dans le champ politique, il l'est aussi dans celui des relations sociales, associées à son compère, si j'ose dire, à savoir le dialogue social, d'où le lien qui est fait ce soir dans l'intitulé de mon intervention, démocratie sociale, dialogue social. Mais ce qui est frappant dans les deux cas, qu'il s'agisse de la manière de galvauder la démocratie en matière politique ou de la galvauder en matière sociale, dans les deux cas, il ne s'agit pas de faire vivre les contradictions, de les orchestrer, comme c'est censé être... au sens originel du terme, le travail de la démocratie, qui est bien, que je sache, la mise en musique, la mise en place des contradictions, des oppositions. Mais au contraire, il s'agit de les éteindre. Et on voit bien que l'usage qui est fait, que je viens d'évoquer par Macron lui-même de cette démocratie délibérative, elle a bien pour fonction d'essayer d'éteindre les clivages, d'essayer d'éteindre la lutte des classes, qui exprime à sa façon l'actuel mouvement des Gilets jaunes, de la même manière, c'est ce que je vais essayer de montrer ce soir, que la façon dont a été conçue dans l'époque la plus contemporaine la notion de démocratie sociale associée à celle de dialogue social était également destinée à faire en sorte que s'éteignent les conflits, la lutte des classes et le syndicalisme qui portait ce modèle, à savoir le syndicalisme CGT qui longtemps a été la référence à partir de laquelle le champ syndical français s'est construit, que ce soit en approbation ou en opposition, il se construisait quoi qu'il en soit, toujours à partir de ce modèle CGT. Et l'adjonction à la notion de démocratie sociale, sur laquelle je vais revenir dans un instant, l'adjonction à cette notion de celle de dialogue social était précisément destinée à vider de sens le contenu de cette notion de démocratie sociale qui, elle, vient bien du mouvement ouvrier. Je vais y revenir. L'idée de démocratie sociale, c'est quelque chose qui a été forgé au sein du mouvement ouvrier.
et puis plus spécifiquement au sein du mouvement syndical lui-même. En revanche, la notion de dialogue social, qui est aujourd'hui communément reprise d'ailleurs, y compris par les organisations syndicales, est une notion qui, elle, en revanche, ne puise pas ses racines dans l'histoire du mouvement social et du mouvement ouvrier. C'est au contraire une notion qui a été fabriquée de manière à siphonner le contenu, j'allais dire révolutionnaire, de la notion de démocratie sociale pour déporter en quelque sorte le syndicalisme de sa fonction de lutte de classe vers une fonction d'accompagnement de l'ordre dominant. Voilà. Donc ce que je vais essayer de faire ce soir, c'est d'expliquer comment s'est réalisée cette opération, parce que on peut tout à fait, c'est ce que j'ai fait dans l'une des brochures qui était évoquée à l'instant, on peut tout à fait déconstruire et analyser par qui, comment, pourquoi, à quel moment cette opération s'est produite. À tel point d'ailleurs, avec beaucoup de succès de fait, j'y reviendrai, mais à tel point que démocratie, dialogue et dialogue social sont devenus aujourd'hui des notions tarte à la crème, volontiers reprises à son compte par le législateur. Je vais prendre quelques exemples frappants sans partir des calendes grecques, mais au cours des 15 dernières années, on peut citer une série de lois qui, en matière de relations sociales, systématiquement ont utilisé, repris à leur compte les notions de dialogue social et de démocratie sociale. Je vous cite quelques exemples. La loi Fillon du 4 mai 2004, relative, je cite, relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social. La loi Larcher du 31 janvier 2007, de modernisation du dialogue social. La loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail. Celle du 5 mai 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale. Et puis plus près de nous, la loi Rebsamen du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi. Encore plus près, la loi du 8 août 2016, plus connue sous le nom de loi El Khomri, dont l'intitulé exact est la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Jusque à l'une des ordonnances Macron, plus connue sous le nom d'ordonnance travail, mais dont l'une de ces ordonnances, qui réforme donc le Code du travail, s'intitule ordonnance relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise. Voilà, donc désormais, il n'y a plus une loi en matière de questions sociales qui ne s'adjoint pas l'un ou l'autre de ces deux termes, l'un et l'autre étant utilisés au fond, étant interchangeables, étant utilisés comme des espèces de quasi-synonymes. Et qui participent, voilà, c'est cette opération que je vais décrire, cette opération qui consiste à accoler à la vieille notion de démocratie sociale venue du mouvement ouvrier syndical, cette opération qui consiste à lui accoler celle de dialogue social, qui tend à rechercher la pacification de ces relations sociales, elle s'inscrit plus largement dans un vaste processus très ancien, que là j'ai décrit aussi, sans vouloir en faire une publicité à tout prix, dans l'une des brochures citées tout à l'heure, dans un processus plus large qui est celui de l'institutionnalisation du syndicalisme. Cette démarche de fusion de la démocratie sociale et du dialogue social participe de ce processus, de ce long processus historique d'institutionnalisation du syndicalisme et qui est à l'œuvre depuis la naissance du syndicalisme. Ça n'a pas été évoqué, mais j'ai écrit un livre il y a quelques années et qui s'appelle 1884 des syndicats pour la République, sur lequel je suis revenu sur les débats à propos de la légalisation du fait syndical, puisque comme vous le savez sans doute, c'est la loi de 1884 qui en France légalise l'existence des organisations syndicales. Eh bien, dès ce moment-là, la substance, c'est ça qui est frappant, la substance des débats qui traversent la Chambre des députés et le Sénat en 1884 ont pour thématique comment faire pour accorder une liberté tout en s'assurant que cette liberté s'inscrira dans
le fonctionnement du système dominant. Et donc, au fond, comment intégrer ces organisations qu'on s'apprête à légaliser, qu'on craint encore, dont on a peur, parce qu'on se dit, est-ce qu'il vaut mieux pas les laisser dans l'interdit de manière à mieux les réprimer, ou au contraire, les légaliser pour mieux les intégrer. Et c'est ça le débat qui traverse la Chambre des députés et le Sénat dans les années 1880. Un débat, quand on relit les propos tenus à l'époque, on se croirait presque au XXIe siècle. Les préoccupations sont les mêmes, les thématiques sont les mêmes. Et donc en 1884, le débat est tranché, l'on dit, les républicains de la Troisième République disent mieux vaut légaliser, puis on va faire en sorte d'intégrer. Bon. Et ce processus qui, au fond, donc, commence à la fin du XIXe siècle, perdure jusqu'à nos jours, et cette manœuvre, cette articulation de la démocratie sociale et du dialogue social participe de ce vieux processus d'institutionnalisation du syndicalisme. Avec donc, encore une fois, cette double perspective qui est recherchée par l'ordre dominant au travers de l'institutionnalisation du syndicalisme, qui est d'une part d'intégrer le syndicalisme à son environnement, c'est-à-dire faire en sorte qu'il soit affilié à l'ordre dominant, pour mieux faire passer dans le corps social les priorités qui sont les siennes. Et puis l'autre objectif, c'est de réaliser la participation des syndicats à l'organisation et aux besoins de normalisation de la société. Depuis son plus gros atome, celui de l'État, jusqu'au plus petit, plus tard, celui de l'entreprise. Mais en tous les cas, participer à ces besoins permanents qu'a le système capitaliste, qu'a l'ordre dominant, de normaliser pour apaiser, pour tempérer en quelque sorte les ardeurs revendicatives. Bon. Alors, la démocratie sociale et le dialogue social, quand on étudie leur généalogie, s'inscrivent dans cette démarche-là. L'association des deux termes, c'est ce que je vais montrer, consiste à déconstruire le modèle français de relations sociales et, par la même occasion, à déconstruire également le modèle dominant de syndicalisme, c'est-à-dire le syndicalisme de lutte de classe qui a construit particulièrement la CGT à partir de 1895, pour le remplacer par un syndicalisme et un système de relations sociales privilégiant la pacification et l'accompagnement. Au fond, autrement dit, le confort de l'ordre dominant. Alors, d'abord, c'est pas inintéressant, je pense, de revenir sur la définition même de ce que l'on entend aujourd'hui par démocratie sociale et dialogue social. Parce qu'on emploie beaucoup ces termes, mais vous avez peut-être remarqué qu'on ne les définit jamais. Bon. Pourtant, ils le sont définis. La définition, elle est inscrite au sein des textes de l'Organisation internationale du travail, l'OIT. Bon. L'OIT, alors ça vaut la peine de s'y arrêter un instant, donne la définition suivante du dialogue social. Sachant, encore une fois, que cette définition-là s'applique aussi au sens qui est donné à la démocratie sociale, puisque, comme je le disais, les deux termes sont considérés aujourd'hui par cet ordre dominant dont participe à sa manière l'OIT, sont considérés comme synonymes. Alors, voici la définition qui est donnée. Le dialogue social inclut tout type de négociation, de consultation ou simplement d'échange d'informations entre les représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs sur des questions relatives à la politique économique et sociale présentant un intérêt commun. L'objectif principal du dialogue social est d'encourager la formation d'un consensus entre les principaux acteurs du monde du travail. Les structures et les processus d'un dialogue social fécond sont susceptibles de promouvoir la bonne gouvernance, de favoriser la paix et la stabilité sociale et de stimuler l'économie. Voilà quel est très exactement le contenu de la notion de dialogue social et, incidemment, de démocratie sociale. Les buts sont clairs.
si on essaie de faire brièvement l'exégèse de cette définition. On peut articuler cela autour de 3 thématiques sémantiques. On peut regrouper quelques termes. Premier regroupement que l'on peut faire, si je reprends quelques-uns des termes de cette définition: négociation, consultation, paix, stabilité sociale. Bref, le contournement du conflit ouvert par une panoplie de modalités d'expression et d'association des acteurs sociaux. D'ailleurs, vous n'êtes pas sans remarquer que que même les notions et les termes de conflit ou de grève n'existent pas dans cette définition. Il n'est question, encore une fois, que de consultation, de paix et de stabilité. Le deuxième ensemble que l'on peut faire, c'est les termes suivants, que je cite là aussi: intérêt commun, formation d'un consensus. Au fond, quelle est l'idée ? Bien, celle selon laquelle le système économique, l'entreprise, sont ou seraient une communauté d'individus dont les intérêts seraient convergents, et puisque les intérêts de cette espèce de grande communauté humaine sont convergents, cela permet de supposer que pour le bien-être putatif de tous, eh bien, que chacun sacrifie à l'autre une part de ses droits. Et au fond, dans cette définition, il y a sous-jacente l'idée de donnant-donnant, qu'on systématise aujourd'hui dans les accords collectifs. J'y reviendrai tout à l'heure, parce que ça aussi, ça peut être daté, c'est un point de départ. Et puis le troisième ensemble, bonne gouvernance, stimuler l'économie. À quoi ça sert le dialogue social, autrement dit ? À favoriser l'épanouissement du capitalisme. Ah oui, la bonne gouvernance, stimuler l'économie, là encore, par des formes d'association des contre-pouvoirs ou pseudo-contre-pouvoirs, dans ce cadre-là, des formes d'association aux prises de décision pour donc fabriquer du consensus qui serait propice à la compétitivité. Voilà. Bon. La démocratie sociale, la définition est la même, et si je reprends simplement celle qui est communément admise, que je reprends du livre d'Henri Rouillot, qui est un ancien conseiller social de Michel Rocard, deuxième gauche, qui, on va le voir après, a beaucoup contribué à forger cette notion de démocratie, de dialogue social, et à siphonner celle de démocratie sociale. Henri Rouillot parle de la démocratie sociale comme la mise en œuvre, la définition et la mise en œuvre des règles relatives aux relations professionnelles et à la protection sociale, et il insiste sur le terme de concertation. Et il reprend, pour définir la démocratie sociale, la définition que donne l'OIT du dialogue social. En fait, lui, il parle de démocratie sociale dans son livre, et la définition qu'il reprend pour définir la démocratie sociale, c'est celle que je viens de vous lire, du dialogue social tel que défini dans les textes de l'OIT, où l'on voit bien que donc les deux termes sont devenus, par cette opération, deux termes synonymes, et participant donc d'un même processus qui est, encore une fois, celui de pacification des relations sociales. Alors, par quelles étapes ? Quelles sont les étapes ? Quels sont les acteurs ? Quels sont les processus qui ont conduit à cette situation ? Alors, on peut distinguer, à mon avis, trois moments qui permettent d'observer les évolutions qui se sont produites. Le premier moment, c'est celui qui va de l'après-guerre aux années 50-60. Le deuxième, je vais y revenir, c'est celui qui va de ce tournant des années 50-60 jusqu'aux lois Auroux de 1982. Et puis la troisième période, donc c'est celle qu'ouvrent les lois Auroux et qui va jusqu'à nos jours, dans la mesure où, quelles que soient les majorités politiques d'ailleurs, le processus n'est pas remis en question. Et d'ailleurs, la litanie de lois que j'ai citées tout à l'heure ont aussi bien été votées sous des gouvernements sociodémocrates que sous des gouvernements de la droite républicaine. De ce point de vue-là, il n'y a pas de clivage. Les choses sont communément admises des deux côtés de ce spectre. Alors, le premier moment de l'après-guerre au tournant des années 50-60, je dirais que c'est encore le moment où on vit sur l'héritage de la notion de démocratie sociale forgée
entre la fin du XIXe siècle et l'avant-guerre. À ce moment-là, la notion de démocratie sociale avance seule. Celle de dialogue social n'existe pas. Le vocable de dialogue social, en France, pendant cette période, n'est employé par personne. Voilà. Et surtout pas par le mouvement syndical. Le mouvement syndical utilise communément le vocable de démocratie sociale, mais jamais celui de dialogue social. Alors, il n'est pas inintéressant d'observer dans quel sens est alors, justement, utilisée l'expression de dialogue social. Qu'est-ce qu'on entend par là? Et vous allez voir qu'évidemment, ça n'a strictement aucun rapport avec les définitions que je viens d'évoquer. Strictement aucun. Alors, on pourrait faire une généalogie qui remonte à la Deuxième République de 1848, qui se déclare république démocratique et sociale, qui ne va pas le rester très longtemps, puisque, comme vous le savez, elle arrive en février et en juin, elle achève son bref épisode social par le massacre des ouvriers chômeurs en particulier, qui travaillaient dans les ateliers nationaux, et oublie très largement ce vocable-là. Mais l'expression de démocratie sociale ne sera pas abandonnée, elle va continuer à fructifier dans les milieux radicaux et socialistes. Jaurès l'employait régulièrement, pour ne citer que lui. Bon. Le mouvement syndical, avant 1914, l'utilise assez peu, en revanche, dans la mesure même où on est dans un mouvement syndical CGT qui se réclame du syndicalisme révolutionnaire et qui ne s'intéresse pas particulièrement à cette question-là, puisque pour lui, le seul travail qui vaille, c'est l'éradication du capitalisme, et donc on ne va pas chercher, d'une manière ou d'une autre, à promouvoir une démocratie sociale qui signifie malgré tout, y compris dans le sens où le mouvement ouvrier forge cette notion, qui signifie d'une manière ou d'une autre s'inscrire à l'intérieur, en partie, des logiques du système en place. Donc évidemment, un syndicalisme révolutionnaire ne s'intéresse pas à ce type de démarche. En revanche, le syndicalisme français de l'entre-deux-guerres, lui, commence à s'y intéresser. Il s'y intéresse et tout cela aboutit à la libération. À la libération et au fameux programme du Conseil national de la résistance. Bon. Et je m'y attarde parce que ce que dit le programme du Conseil national de la résistance restera jusqu'aux années 80, la manière dont majoritairement le champ syndical conçoit la notion de démocratie sociale. Il la conçoit au sens où la conçoit ce programme du Conseil national de la résistance. Alors que dit-il ? Le programme du CNR évoque, je cite, l'instauration d'une véritable démocratie économique et sociale impliquant l'éviction des grandes féodalités économiques et financières de la direction de l'économie. Et le programme du CNR justifie le droit d'accès dans le cadre de l'entreprise aux fonctions de direction et d'administration, je cite toujours, pour les ouvriers possédant les qualifications nécessaires et la participation des travailleurs à la direction de l'économie. C'est comme ça qu'est définie donc dans le programme du CNR l'idée de démocratie sociale, c'est-à-dire donc une idée qui a clairement une teneur qu'on pourrait qualifier, si l'actuel président de la République n'avait pas tant repris à son compte l'expression, qu'on pourrait qualifier de progressiste. Bon, mais au sens de l'époque, bien évidemment. Et donc, au sens, avec une dimension de pouvoir ou de contre-pouvoir ouvrier. Voilà. C'est ça la démocratie sociale entendue par le mouvement syndical et la gauche politique. Et d'ailleurs, cette façon de concevoir la démocratie sociale comme un instrument de rééquilibrage du rapport de force capital-travail, c'est la conception que reprend le préambule de la Constitution de la 4e République, qui est toujours, comme vous le savez, celui de la 5e, où il est dit ceci, cette fameuse phrase « Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail, ainsi qu'à la gestion des entreprises. » Bon.
C'est un droit constitutionnel. D'ailleurs, c'est assez intéressant, j'en ai discuté avec un constitutionnaliste il y a quelque temps, saisi parfois sur cette phrase-là. Le Conseil constitutionnel a toujours refusé de se prononcer sur la dernière partie, sur la fin de la phrase, à savoir, ainsi qu'à la gestion des entreprises, estimant dans les arrêts, enfin je ne sais plus comment s'appellent les décisions du Conseil, enfin oui, d'une décision, arguant dans ces décisions que c'est au législateur de déterminer ce que l'on entend par participer à la gestion des entreprises. Hein ? Donc c'est pas inintéressant de voir que finalement ce qui était conçu à la Libération et dans la reconstitution de la République comme étant le droit au fond pour les travailleurs de contrecarrer le pouvoir omnipotent du patronat, c'est bien le seul sujet sur lequel le Conseil constitutionnel a toujours refusé de se prononcer. Cela étant, à la décharge du Conseil constitutionnel, le choix va être quand même vite fait, très vite fait, de limiter la portée de cet énoncé. Je prends un exemple. Avant d'ailleurs que soit rédigé ce préambule, mais vous avez compris que ce préambule, il n'est autre que fils du programme du CNR. Bon. Fin 44, début 45, est discutée la création des comités d'entreprise, qui seront fondés par l'ordonnance du 2 février 1945. Et là, il y a tout un débat. Est-ce qu'on fait de ces comités d'entreprise un contre-pouvoir avec les moyens qui vont avec, et qui donc seraient susceptibles de limiter le pouvoir patronal et de donner aux représentants des salariés un droit de regard, j'allais dire un droit de regard structurel, c'est-à-dire sur les choix stratégiques, économiques de l'entreprise. Il y a un débat là-dessus. Et il est tranché. Et l'exposé des motifs de l'ordonnance du 2 février 1945 le dit de la façon suivante. Et d'ailleurs, fait écho à ce débat. Je le lis. Ces comités ne sont pas dans le domaine économique des organes de décision. Bon. Il a semblé indispensable de laisser au chef d'entreprise une autorité correspondant à sa responsabilité. Les comités d'entreprise seront donc consultatifs, sauf en ce qui concerne la gestion des œuvres sociales. Donc choix est fait, par l'ordre dominant, qui se remet vite en selle, comme chacun sait, de finalement limiter la portée du contenu de la démocratie sociale tel que l'avait fabriqué le mouvement ouvrier, tel que l'avait repris à son compte le programme du Conseil national de la résistance. Et d'ailleurs, cette phrase que je viens de lire, on a presque exactement la même dans l'exposé des motifs de la loi du 21 décembre 68 qui, enfin en France, et il faut quand même rappeler qu'on est le dernier pays d'Europe occidentale qui n'est pas gouverné à l'époque par une dictature type franquiste ou portugais ou à la portugaise, on est le dernier à avoir légalisé l'action syndicale dans l'entreprise. Par la loi du 21 décembre 68. Il a quand même fallu attendre le mouvement de mai-juin 68, il a fallu attendre qu'il y ait 8 ou 9 millions de grévistes qui descendent dans la rue pour qu'enfin le législateur promette de voter une loi qui permettra aux syndicats d'exister dans l'entreprise. Bon, d'ailleurs, ça vous a peut-être frappé quand vous regardez des films sur les grèves de 68, on ne voit jamais l'intérieur de l'entreprise. On voit les syndicalistes qui haranguent les ouvriers sur le parking. Ah ben oui, parce qu'il n'avait pas le droit de faire autrement. Il ne pouvait pas rentrer là-dedans en tant que syndicaliste. Bon, eh bien, quand on lit l'exposé des motifs de cette loi de 68, il est dit la même chose. Oui, on autorise le fait syndical dans l'entreprise, mais sans remettre en question le pouvoir légitime du patron. Donc, à chaque fois que le débat s'est posé, de savoir jusqu'où étend-on le périmètre de la démocratie sociale, tel qu'on l'entendait à l'époque, systématiquement, les limites arrivent très vite. En revanche, le champ syndical lui-même reste, malgré tout pour l'essentiel, campé sur cette idée qu'il faut travailler pour avancer vers une démocratie sociale qui soit de fait plus prégnante et qui permette d'installer véritablement un contre-pouvoir ouvrier et conçu comme un rapport de force.
bien évidemment, pas conçu comme un système d'association. Bref, voyez, la souveraineté du détenteur du capital, quoi qu'il arrive, prime systématiquement. Et pour revenir enfin à cette Constitution, rappelons quand même que son article 1er, qui est toujours celui de la Constitution de 58, dispose, on le sait, que la France est une république indivisible, démocratique, laïque et sociale. La France est donc une démocratie sociale. Bien. Alors, qu'entend-on là par démocratie sociale dans cette fameuse phrase de notre article 1er ? Eh bien, je vais m'appuyer sur un exégète qui n'est pas connu pour être un gauchiste patenté, à savoir l'éminent juriste Jean-Emmanuel Ray, professeur à la Sorbonne et éditorialiste au Monde à 16 heures, qui, il y a quelque temps, devant un groupe de travail de l'Assemblée, expliquait ce que les concepteurs de notre Constitution avaient entendu par démocratie sociale. Et Jean-Emmanuel Ray nous explique qu'ils ont entendu 3 choses, les rédacteurs de la Constitution. Premièrement, une protection sociale pour tous, universelle. Deuxièmement, et je cite Jean-Emmanuel Ray, une force d'interposition juridique nommée droit du travail entre le salarié et l'employeur. Bon. Et troisième acception, dit Jean-Emmanuel Ray, l'idée de participation via, par exemple, les comités d'entreprise, ou plus récemment l'arrivée de quelques administrateurs salariés dans les conseils d'administration. Donc l'idée de participation, d'une manière ou d'une autre, des représentants des travailleurs au fonctionnement et aux choix faits dans les entreprises. Et en tous les cas, à aucun moment, pendant donc cette période, à aucun moment l'idée de démocratie sociale n'est associée à de quelconque processus de négociation collective, de pacification des relations sociales ou d'accompagnement des décisions prises par l'ordre dominant. Tout ça change ou commence à changer à partir du tournant des années 50-60 et jusqu'aux lois Auroux, où là surgit la notion de dialogue social et où cette notion de dialogue social est rapidement accolée, comme les 2 faces d'une même médaille, à celle de démocratie sociale et entreprend de modifier en profondeur le sens de la notion de démocratie sociale. Ça se passe comment ? À la charnière des années 50-60, eh bien, le bouillon de culture de cette opération, c'est le syndicalisme chrétien. C'est dans ces milieux-là, qu'à ma connaissance, en tout cas de ce que j'ai pu en constater jusqu'à présent, qu'on constate l'apparition, les premières utilisations de la notion de dialogue social. Et ces syndicalistes chrétiens, plus quelques autres que j'évoquerai ensuite, ont un point commun, tous ceux qui vont construire ce système, ils ont un point commun qui est de se référer à la philosophie de quelqu'un qui est peut-être un petit peu oublié, qui s'appelait Emmanuel Mounier. Et d'ailleurs, on peut faire le lien jusqu'à nos jours. Emmanuel Mounier, qui a eu comme parmi l'un de ses principaux disciples Paul Ricoeur, dont notre actuel président fut le secrétaire particulier. Eh bien, Emmanuel Mounier est le père d'une philosophie qui s'appelle le personnalisme. Bon. Et ce personnalisme, qu'est-ce que c'est ? Alors, n'oublions pas qu'on est dans les années 50, la bipolarisation bat son plein, le clivage marxiste contre capitalisme est à l'œuvre. Bon. Et donc, l'idée de Mounier, c'est de dire, et de ses disciples, eh bien, il doit y avoir une troisième voie entre le capitalisme et le marxisme. Voilà, la société, elle n'est pas destinée à s'entre-déchirer entre les deux et à savoir qui, au final, sera le vainqueur. Bon. Une troisième voie existe. Et quelle peut être cette troisième voie ? Eh bien, entre ces 2 conceptions globalisantes, que sont le capitalisme et le marxisme, qui sont je
je dirais, des théories collectives qui portent le collectif en elles, eh bien, cette troisième voie, c'est une troisième voie qui va être fondée sur la personne humaine. Voilà. Sur le plus petit atome, au-delà donc des conceptions théoriques globales et collectivisantes. Bon. Et Mounier, bien sûr, ne s'intéresse pas particulièrement au syndicalisme, mais ceux qui s'inscrivent dans son sillage et dans sa pensée traduisent dans le champ des relations sociales cette idée de personnalisme comme un moyen, dans ce champ des relations sociales, de procéder à ce dont ils rêvent sans doute depuis un certain moment, à savoir donc la pacification des relations sociales, une espèce d'autre voie syndicale qui ne soit pas celle de la lutte des classes. Et de ce point de vue, quelle peut être pour eux la solution? Et c'est en cela que la philosophie personnaliste les éclaire. La solution, ça peut être de renvoyer les relations sociales vers le plus petit atome, là aussi. Pourquoi? Alors, je caricature un peu leur pensée, mais quand on lit leurs écrits, c'est ça qui est dit. Pourquoi? Parce que ça va permettre, si on reporte, si on décentralise et si on déporte les relations sociales du niveau national, interprofessionnel, centralisé, ce qui est le schéma classique des relations sociales françaises jusqu'aux années 80. Si on le déporte vers l'entreprise, c'est quelque chose qui va obliger d'un côté les syndicalistes à tenir compte des, je mets des guillemets, des réalités, des impératifs de l'entreprise. Ils vont être obligés de mettre de l'eau dans leur vin. Voilà, parce qu'ils vont s'apercevoir, c'est pas si simple de gérer une entreprise. Donc, ils vont se dire peut-être arrêtons quand même de vociférer et demander toujours plus de salaire. Parce que, voilà, l'entreprise, il faut qu'elle soit compétitive. Bon, donc, ça va rendre raisonnables les syndicalistes. Voilà. Et, pense-t-il, à l'inverse, le patronat français plutôt combatif, c'est aussi quelque chose qui va permettre de relativiser sa conception combative des relations sociales. Parce que, voilà, si on l'oblige à discuter dans l'entreprise avec des syndicalistes, ben il va s'apercevoir que finalement, ces syndicalistes, c'est peut-être pas tous des gens qui ont le couteau entre les dents, qui travaillent aussi pour cette collectivité humaine, comme dirait l'OIT, qu'est l'entreprise, ou comme a pu dire d'ailleurs Thierry Lepant à une époque, qu'est l'entreprise, et cette communauté humaine, ils vont réussir finalement à la faire avancer ensemble. Voilà. Et donc on va aboutir à ce qu'on recherche. Fini la lutte des classes. Voilà. C'est comme ça qu'ils réfléchissent, et donc ils ont l'appui théorique de la revendication, de la philosophie personnaliste de Mounier, et des organes qui vont avec, puisque comme vous le savez, Mounier donne naissance à la revue Esprit et à toute une série de réseaux que j'évoquerai ensuite. La première fois où, dans un texte officiel, j'ai rencontré l'expression de dialogue social, c'est en 1963. C'est en 1963, et il est écrit par quelqu'un qui joue un rôle pivot dans le processus, qui s'appelle Jacques Delors, qu'on retrouve à tous les moments de la construction de ce système. Qu'est-ce qu'il est en 1963, Jacques Delors? Alors, il est syndiqué à la CFTC, c'est un haut fonctionnaire, et il se trouve qu'en 1963, vous en souvenez peut-être, puisque pas loin d'ici à Carmaux, ils y ont participé, la plus grande grève de l'histoire des mineurs. 200 000 mineurs en grève pendant 35 jours. Voilà, plus personne descend. Le pouvoir gaulliste qui est un peu aux abois là, face à ce mouvement. Bon. Donc, Pompidou, Premier ministre, on demande un rapport à Jacques Delors. Bon. Un rapport est demandé à Jacques Delors, et il rédige ce rapport, et Jacques Delors considère dans ce rapport que ce qui explique en partie ce mouvement des mineurs, c'est l'absence de dialogue social. C'est l'absence de dialogue social. Et, semble-t-il, en tout cas si on en croit des collègues historiens qui, eux, sont des spécialistes de Pompidou, ils convainquent Pompidou de l'importance de cette idée d'instaurer dans la société des processus de dialogue social. Bon. Et je cite
les auteurs d'un colloque sur Pompidou. Pompidou, par l'intermédiaire de Delors, conclut, écrivent-ils, que l'absence de concertation suggérait la mise en œuvre d'un dialogue social. Pompidou en est convaincu. Et Pompidou est élu en 1969. Et Pompidou prend comme Premier ministre un certain Jacques Chaban-Delmas, qui lui-même prend comme conseiller social un certain Jacques Delors. Et la première intervention politique de haut niveau qui utilise la notion de dialogue social, c'est le discours d'investiture de Chaban-Delmas devant l'Assemblée nationale en 1969, où il évoque le dialogue social entendu, selon les conceptions personnalistes, comme une volonté de décentralisation des relations sociales et comme un moyen de décharger l'État de ses relations sociales. Et on peut supposer que ce passage au moins a sans doute été soufflé par son conseiller social. Sauf que cela intervient dans la foulée de mai 68. Donc c'est un petit peu compliqué, on n'est pas franchement dans une période de dialogue social, a priori. Mais il n'empêche qu'en même temps, même si les tensions sociales sont fortes pendant cette décennie 70, il n'empêche que, justement, ces tensions sociales font en même temps que la recherche de l'apaisement est accélérée également, que les projets en la matière sont accélérés, parce qu'on est donc dans une telle période d'effervescence qu'il faut trouver les moyens de faire en sorte que peut-être tout ça se résolve et s'apaise. Et donc on voit fleurir, au tournant des années 60-70, on voit fleurir toute une série d'initiatives qui visent à institutionnaliser le conflit social dans le cadre de ce qu'on appelle à l'époque le plus souvent, parce que le vocable de démocratie sociale n'est pas encore passé vraiment dans le vocabulaire, dans le cadre de ce qu'on appelle plus communément à l'époque une démocratie économique. C'est plutôt le terme qui est en vogue à ce moment-là. Sauf que, donc, je le disais, période quand même de rapports de force intenses, où la négociation collective reste très centralisée, toujours fondée sur la notion d'ordre public social depuis le Front populaire, c'est-à-dire le principe de faveur, le respect de la hiérarchie des normes. Donc il n'est pas encore question à ce moment-là d'accord collectif dans lequel seraient instaurés des principes de donnant-donnant. Les seuls accords, au fond, qui sont signés pendant cette période, jusqu'au début des années 70, ce sont ce qu'on appelle les accords armistices. C'est-à-dire, au fond, quels étaient pratiquement jusqu'aux lois Auroux de 82, quels étaient la plupart des accords signés par les syndicats dans les entreprises? C'était des accords de fin de conflit, des accords qui mettaient fin à une grève et qui actaient des concessions. C'était aussi simple que ça. Les organisations syndicales signaient un accord avec l'employeur dès lors que, suite à un rapport de force, cet employeur faisait des concessions sans rien en échange. Si la grève ou si le rapport de force échouait, rien n'était signé, mais rien n'était perdu non plus. À savoir que donc, on conservait les mêmes conditions de travail que celles qu'on avait avant le conflit. Voilà. Donc, l'accord n'actait que des progrès pour le monde du travail et n'actait jamais un quelconque échange d'un droit contre un autre, tel que ça va devenir la norme à partir de 1982. Alors, je le disais, la fabrique du dialogue social se poursuit. Et cette fabrique de dialogue social, on peut repérer très facilement qui œuvre en ce sens. J'en ai cité quelques-uns, mais on peut trouver en gros une demi-douzaine de groupes. Le premier, c'est des intellectuels, des hauts fonctionnaires de culture sociale chrétienne, des proches d'esprit, d'Emmanuel Mounier. La deuxième, c'est des syndicalistes, CFTC, puis CFDT, avec des gens comme Edmond Maire, par exemple, et des intellectuels qui les entourent, très brillants, Pierre Rosanvallon, Jacques Julliard, qui à ce moment-là prépare ce qu'on appellera plus tard le recentrage de la CFDT.
et qui participent à la pensée autour de cette transformation des relations sociales. La troisième nébuleuse, c'est une partie de la deuxième gauche, autour du PSU de Michel Rocard, qui elle aussi milite pour cela et qui va ensuite intégrer le PS. PS dont ils vont constituer ce qu'on appelle à l'époque l'aile moderniste. D'ailleurs, ce terme de moderniste, il est beaucoup en usage à cette époque et il est appliqué à la fois à aux tenants de cette deuxième gauche, mais aussi à une autre frange qui participe à la réflexion autour d'un renouvellement des relations sociales à la française, qui est une partie du patronat. Le patronat qui se qualifie de moderniste. Ce patronat qui se qualifie de moderniste, c'est en particulier le centre des jeunes dirigeants, qui sont donc des jeunes patrons qui se veulent plus modernes, on va dire, que le vieux CNPF. Et qui d'ailleurs se revendiquent aussi du personnalisme de Mounier. Y compris aujourd'hui encore. Quand on va sur leur site, on retrouve des phrases qui sont typiquement des phrases à la Mounier. L'autre groupe, c'est des clubs politiques. Les clubs politiques fleurissent beaucoup dans les années 60-70. Et parmi ces clubs politiques, il y en a un tout particulièrement qui est un club qui va rassembler beaucoup de gens qui pensent à la modernisation, j'emploie leur terme, de la société, c'est le club Jean Moulin. Fameux club Jean Moulin, fondé par Daniel Cordier, Stéphane Hessel, Delors en est, donc il se retrouve aussi au sein de ces clubs. Et puis, dernier élément indispensable, ils ont toute une série de relais éditoriaux qui leur permettent de faire avancer leurs idées. Ces relais éditoriaux, ils sont facilement identifiables. C'est les éditions du Seuil, où ils publient beaucoup de leurs ouvrages. C'est le Nouvel Observateur, relais de la deuxième gauche, Le Monde. Donc des relais médiatiques extrêmement puissants, donc qui leur permettent peu à peu d'irriguer une partie du champ politique et syndical de leurs idées dites modernistes. Et donc, qu'est-ce qu'ils préconisent ? Voilà, en substance, ils préconisent de multiplier les instances de négociation. Multiplier les instances de négociation. Ça, c'est une de leurs grandes idées. Il faut qu'il y ait le maximum d'espace de concertation, de discussion, de négociation, d'espace de fabrique du compromis. Voilà, il faut qu'il y en ait le plus possible. Et en particulier, c'est ça qui est intéressant, disent-ils, en particulier là où la CGT est particulièrement implantée. Il faut investir tout particulièrement les domaines, les secteurs où la CGT est particulièrement implantée, parce que c'est elle qu'il faut, au fond, détruire. Parce que c'est elle qui porte ce modèle de lutte de classe, ce modèle de relation, de régulation conflictuelle des rapports sociaux, qui est le modèle français, que l'on veut justement réformer et chloroformer. Et donc, évidemment, on va les chasser sur les terres, particulièrement de ceux qui portent ce modèle syndical-là. Alors, le tournant, parce que ces idées-là, donc, ils vont les porter, vous avez compris, avant de pouvoir les mettre en application, ils vont les porter, pendant une bonne vingtaine d'années. Et ce qui est amusant, d'ailleurs, quand on observe les choses, c'est qu'à un moment, ils vont se dire... notre allié, ça va plutôt être la droite. Parce que ça, je résume, c'est plutôt des idées de droite, ils se disent. Et puis, la droite, non. Non, parce que le CNPF n'en veut pas. Le CNPF, finalement, à ce moment-là, il se dit, c'est pas mal le système de régulation conflictuelle. Je sais ce que c'est, j'identifie ça très bien. J'ai l'habitude de me battre avec la CGT. Bon, c'est pas grave. On a voulu ce système-là, mais en même temps, ce système, certes, m'oblige à gérer des conflits réguliers, parce qu'on est quand même dans une époque où il y a chaque année entre 2 et 4 000 grèves par an en vitesse de croisière. C'est ça, ces années-là. Bon. Donc, certes, il faut gérer ça, mais en même temps, je concède aucun pouvoir dans mon entreprise. Voilà. Donc, c'est vrai, des fois, je suis obligé de lâcher des augmentations de salaire, etc., Mais voilà, je garde l'essentiel. Ils ne viennent pas de mettre mon nez dans mes affaires. Or, ce projet-là qu'ils viennent me proposer, qu'est-ce que ça veut dire pour le CNPF ? Ça veut dire, on va donner aux représentants des salariés un droit de regard. Ça ne nous va pas, ça. Ça ne nous va pas. Donc,
ils ne veulent pas du deal, en quelque sorte. Et qui va dire banco à ce deal? Eh bien, c'est Mitterrand. C'est Mitterrand, et pour une raison très politique, à mon sens. C'est que Mitterrand sait que ceux qui proposent ce système sont dans le sillage de son principal ennemi à l'intérieur du Parti socialiste, à savoir Rocard. Bon. Et donc, il semble, de ce qu'on peut en voir, et de ce qu'on peut donc en penser et en former comme hypothèse, que Mitterrand discute avec ces gens-là, qui sont dans son entourage, parce que ces modernistes y participent aussi, des gens du Parti socialiste. Jacques Delors y est désormais. Pierre Mauroy, il y est dans ces nébuleuses-là. Bon, Jean Auroux y est aussi. Bien. Et donc, il se dit, mais si je fais alliance avec eux, parce que Mitterrand, ça ne l'intéresse pas, hein, ce domaine-là, le syndicat, les relations sociales, c'est pas son truc. Mais il se dit, si je m'associe à eux, eh ben, je vais couper l'herbe sous le pied de Rocard. Je vais l'y retirer, je vais lui couper un bras, en quelque sorte. Ça fera toujours ça de moins, comme allié. Et donc, il s'entend avec eux. Et il gagne le 10 mai 1980, comme vous le savez, et il compose son gouvernement. Ben, qu'est-ce qu'on retrouve au gouvernement? On retrouve les principales têtes pensantes socialistes du club que, dans la foulée du club Jean Moulin, a forgé Jacques Delors, qui s'appelle le club Échange et Projet. C'est Delors qui fonde ce club Échange et Projet. Et Jacques Delors, ministre de l'économie, Pierre Mauroy, lui aussi dans Échange et Projet, Premier ministre, Jean Auroux, Échange et Projet, ministre du Travail, qui prépare des lois qui sont préparées à partir d'un rapport rédigé par qui? Martine Aubry, fille de Jacques Delors, et membre d'Échange et Projet. Bon. Et donc, il y a un dispositif politique qui se met en place et qui, pour la première fois, offre le relais institutionnel dont avaient besoin ces modernistes pour mettre en œuvre ce projet que j'ai décrit. Et en juillet 80, dès sa déclaration de politique générale, Pierre Mauroy, et là je cite un historien américain qui s'appelle Bernard Moss, qui a fait un article très intéressant là-dessus dans le mouvement social, revue que vous connaissez sans doute, il écrit ceci, Pierre Mauroy récusa la promesse électorale d'un contrôle des salariés sur les questions de l'emploi, réaffirma sa confiance dans l'intégrité des gestionnaires d'entreprise et présenta la négociation collective comme l'axe même de sa politique. Parce que, souvenez-vous, parmi les 101 promesses de Mitterrand, il y avait celui d'un droit de veto pour les comités d'entreprise, vieille revendication de gauche, qui n'est pas sans lien avec ce qu'on évoquait tout à l'heure au travers du programme du CNR et de la Constitution de 58. Qu'est-ce que ça donne concrètement? Ça donne les lois Auroux. Ça donne les lois Auroux. Les lois Auroux, il y en a 4. Alors, il y en a une qui crée les CHSCT. Hein. Alors, il y en a eu, enfin, les deux autres, elles sont complètement oubliées, notamment celle sur le droit d'expression des salariés qui n'a jamais servi à quoi que ce soit, et qui n'a jamais été utilisée par personne, ou quasiment. Et puis, il y a celle qui est la plus importante, à mon sens, c'est la loi du 13 novembre 82. La loi du 13 novembre 82, qui, pour la première fois en France, crée l'obligation de négocier dans les entreprises, chaque année, sur les salaires et le temps de travail, et autorise, pour la première fois dans notre droit social, autorise la signature d'accords dits dérogatoires. Mais dérogatoires dans les deux sens, à savoir, sur un sujet, dérogatoire, ça peut être faire mieux, enfin ça peut être du mieux-disant social, mais dérogatoire, ça peut être aussi, sur certains points, du moins-disant social. Et d'ailleurs, Jean-Emmanuel Ray, le bien nommé, donc, emploie à propos de cette loi du 13 novembre 82, il dit que c'est un Big Bang social. C'est un Big Bang social parce que pour la première fois depuis le Front populaire, commence à être remise en question la hiérarchie des normes et le principe de faveur. Alors, Auroux ne le fait pas forcément de manière machiavélique dans cet esprit,
Il le fait pourquoi principalement? Parce qu'il estime, et les autres avec lui, que c'est le seul moyen de dynamiser la négociation collective. Leur objectif étant celui-là, dynamiser la négociation collective à froid, c'est-à-dire sans conflit. Et pour Auroux et cette nébuleuse moderniste, si on ne permet pas de démultiplier les négociations collectives, il y aura toujours, c'est toujours le syndicalisme de lutte et c'est toujours la lutte des classes qui va prédominer. Donc, il faut ouvrir la possibilité d'accords dérogatoires. Parce que si on ouvre la possibilité d'accords dérogatoires, ça va dynamiser la négociation collective. Parce que les acteurs sociaux vont se dire, on va pouvoir un peu tout changer, quoi. Voilà. Donc là, ça vaut le coup de discuter. Voyez ? Alors que s'il y a ce carcan, c'est ça leur raisonnement, s'il y a ce carcan de la hiérarchie des normes et du principe de faveur, ça ne sert à rien de discuter. Bon, ou quasiment. Voyez ? Donc, c'est en ce sens que Auroux institue le principe de l'accord dérogatoire. Et c'est ce principe même de l'accord dérogatoire qui commence à installer dans le système français de relations sociales ces accords dits donnant-donnant. Voilà, qui commencent désormais à essaimer. Ce qu'on appelle en termes scientifiques l'échange politique. Voilà, c'est-à-dire donc un acteur qui concède à l'autre une partie de ses droits, et celui à qui on concède une partie de ses droits, eh bien, nous concède une partie des siens. Voilà. La question étant toujours la même, à savoir celle de où se trouve l'équilibre. Bah oui, et ça ne vous a pas échappé, ce système-là s'instaure au moment où, depuis 1979, a commencé la désyndicalisation, où le Parti communiste a entamé lui aussi son déclin électoral. Enfin bref, dans un panorama qui s'annonce pas franchement favorable au monde du travail. Et d'ailleurs, le CNPF, qui était vent debout contre les lois Auroux au départ, va très vite s'y convertir. C'est ce que nous montre d'ailleurs Bernard Mauss, l'historien américain que je citais. Il s'en empare parce qu'il s'aperçoit que ça, finalement, c'est intéressant, ces lois Auroux. Vous voyez ? Parce que ça peut nous permettre de reprendre la main. Voilà. Et c'est ça qui, effectivement, va se passer. Les conséquences, parce qu'après, je ne vais pas citer toutes les lois parce qu'elles vont toutes dans le même sens. J'ai cité leur nom tout à l'heure. Des lois Auroux de 82 jusqu'aux ordonnances travail de 2017, c'est exactement la même finalité. La décentralisation des relations sociales, l'accord donnant-donnant systématisé. La logique est systématiquement la même. Faire du syndicat, non pas un contre-pouvoir, mais un appendice du pouvoir économique dans l'entreprise, éventuellement politique au plan national. Voilà, mais depuis donc 36 ans, 37 ans, c'est exactement le même processus qui se déroule et qui peut être résumé de la façon suivante dans ses effets. Alors je le disais, la systématisation des accords donnant-donnant. Ça, c'est un effet concret et qui consiste en général donc à déporter les conditions de travail vers le moins-disant. Deuxième conséquence majeure, c'est la possibilité donc de déroger et donc de faire imploser la hiérarchie des normes et le principe de faveur. Voilà, ce qui avait été construit autour du Front populaire et consolidé à la Libération implose. Et on passe de l'ordre public social à ce que l'on appelle désormais, depuis 82, l'ordre public dérogatoire. C'est-à-dire donc la possibilité de déroger à cette hiérarchie des normes et à ce principe de faveur. Troisième tendance permanente, c'est celle de la décentralisation des relations sociales, qui est un processus qui commence en 82 et qui ne cesse de s'amplifier depuis lors. L'autre conséquence, c'est le passage d'une régulation conflictuelle, dominante, à davantage de régulation à froid, effectivement. Au début des années 70, on a quelques centaines d'accords collectifs qui sont signés, je le disais. Aujourd'hui, depuis 15 ans, depuis 2003 en gros, depuis 2003, chaque année, on a entre 36 et 42 000 accords d'entreprise. Voilà. 36 à 42 000 accords d'entreprise.
Alors, d'ailleurs, ce qui reste très relatif, parce que vous rapportez ça au nombre d'entreprises qui ont des salariés en France, ça représente 4%. Bon, donc il n'y a pas de quoi non plus se gausser du dialogue social, hein, ne serait-ce qu'en termes quantitatifs. Bon. Et puis enfin, dernière chose, c'est une démarche permanente, là aussi depuis 1982, consistant donc à faire des organisations syndicales, des partenaires sociaux, des co-législateurs, les associer à la fabrique de la loi. D'où la loi Larcher, par exemple, du 31 janvier 2007. C'est ça, la loi Larcher du 31 janvier 2007, qui donne la possibilité aux partenaires sociaux de s'emparer d'une thématique identifiée par le gouvernement, hein, pour négocier entre eux, éventuellement aboutir à un accord qui ensuite est traduit dans la loi. C'est le principe. Alors, parce que tout ça, bien sûr, vous avez compris, nous rapproche du modèle européen. Il y a ça aussi sous-jacent, parce que Delors deviendra d'ailleurs président de la Commission européenne. Vous voyez ? Bon, donc on rapproche aussi ce modèle français qui était devenu assez singulier d'un modèle européen, qui est celui que l'on connaît, de la pacification des relations sociales, sans donner d'ailleurs les mêmes moyens, hein, sans cogestion ou codétermination à l'allemande avec 50% d'administrateurs salariés et 50% d'administrateurs patronaux, bon, tout en gardant le déséquilibre qui a toujours été le nôtre, hein, mais en tout cas en mettant l'accent sur l'idée de pacification. D'ailleurs, quand je parlais de partenaires sociaux, ce qui est intéressant aussi à remarquer, alors ça sera un autre sujet, émerge entre 82 et 85 tout un vocabulaire qui accompagne ce changement. Parce que si on ne met pas des mots sur le changement, il n'existe pas. Dialogue social, on lui adjoint partenaires sociaux, concertation. Il y a toute une série de vocables qui enrichissent, si l'on peut dire, le vocabulaire des relations sociales pendant cette période-là. Donc on construit, on met en place toute une sémantique pour faire vivre cette conception du dialogue social. Alors bien sûr, je terminerai là-dessus, ces processus, ils se sont déployés, et ce n'est pas non plus négligeable à observer, à l'ombre des recentrages du syndicalisme. Je dis des recentrages parce que ce qu'on appelle communément dans l'histoire du syndicalisme le recentrage, c'est la décision prise en 1977 par la CFDT de privilégier la négociation, la proposition, sur la lutte des classes, pour faire simple. Mais progressivement, l'ensemble du champ syndical est gagné par des conceptions qui s'en rapprochent. C'est pour ça que j'évoque au pluriel ces recentrages, parce que, de fait, la CGT de l'ère Vianney, surtout de la fin de l'ère Vianney et surtout de l'ère Thibault, se convertit elle-même à la négociation, à la proposition, abandonne des perspectives politiques et utopiques, n'emploie plus elle-même, d'ailleurs, il y a des études qui ont été faites sur le vocabulaire de la CGT, qui n'emploie plus dans son expression publique, ou quasiment plus, les termes de lutte de classe, par exemple, hein, ou même de capitalisme. La CGT emploie de moins en moins le terme de capitalisme, ou quand elle l'emploie, elle dit capitalisme financier. Parce que ce n'est pas aussi critique que capitalisme tout court. Si vous dites c'est le capitalisme financier qui ne va pas, ça veut dire que vous ne critiquez qu'un pan du capitalisme et pas le capitalisme en lui-même. Bon, bref, tout ça exprime ce recentrage à la mode CGT, un autre recentrage que celui de la CFDT, mais un recentrage qui, au fond, va tout de même dans un sens identique et qui comprend d'ailleurs l'usage de démocratie sociale et de dialogue social tel que l'ont forgé les modernistes. C'est-à-dire là aussi une étude a été faite sur les congrès CGT-CFDT. Eh bien, à partir des années 90, les congrès CGT utilisent toujours les termes de démocratie sociale, mais plus dans le sens qui était celui du programme du CNR, plus dans le sens d'un contre-pouvoir ou d'une prise du pouvoir ouvrier dans l'entreprise ou salarié dans l'entreprise, mais au contraire comme désormais un synonyme du dialogue social. Vous voyez ? Donc tout ça se passe aussi parallèlement à cette vaste transformation du champ syndical, l'un nourrissant l'autre, si vous voulez. Hein. Il y a un système de vases communicants entre les deux processus, mais l'un sont inséparables de l'autre, à mon sens en tous les cas. Alors,
pour le syndicalisme, ça conduit aussi quand même, hein, pour finir en faisant le lien avec ce qui me paraît être les problématiques d'actualité, cela conduit aussi, de la part du champ syndical, à faire imploser sa manière de se légitimer lui-même, sa manière de se considérer comme légitime. De la même façon que l'ordre dominant tend à modifier la façon dont les syndicats sont considérés comme représentatifs. Alors ça peut paraître compliqué, mais je m'explique. La loi de 2008 sur la représentativité, que vous connaissez sans doute, hein, puisqu'il y a alors pour ceux qui sont dans le secteur public, il y a eu la même en 2010, qui va dans le même sens. Pour la première fois de notre histoire, ces lois de 2008 et de 2010 font de l'élection le critère de représentativité des organisations syndicales. Ça ne veut pas dire que ça n'existait pas avant. Qu'est-ce qui faisait qu'un syndicat était considéré comme représentatif auparavant ? Il y avait 5 critères, mais les deux essentiels, c'était sa capacité à faire adhérer et sa capacité à créer du mouvement. Est-ce que c'est un syndicat actif ? Est-ce qu'il participe à la fabrique de la revendication et du conflit ? Alors, c'est pas dit comme ça, mais ça revient à cela. Bien. Et c'est pas la même chose, ni dans la façon dont la société conçoit la légitimité des syndicats, ni dans la façon dont les syndicats eux-mêmes se conçoivent légitimes. Parce qu'avant ces lois, où les syndicats estimaient-ils devoir puiser leur légitimité ? Dans la démocratie syndicale et dans l'enracinement au sein du corps social. Enracinement fabriqué et trouvé au sein des assemblées générales, de grève ou autre, mais en quelque sorte une légitimité organique. Voilà. C'était une légitimité organique et non pas une légitimité électorale à la mode partisane, à la mode de la démocratie libérale. Et d'ailleurs, le syndicalisme français, dans son histoire, s'est toujours attaché justement à avoir une pratique démocratique qui lui soit propre et qui ne soit pas calquée sur les pratiques délégataires des systèmes institutionnels. Ce qui lui avait fourni l'une de ses originalités et l'une de ses capacités à penser par lui-même avec ses propres mots et pas avec ceux des autres, ni à concevoir sa façon d'être légitime en fonction du regard des autres. Bon. Et tout ça, finalement, mène à quoi ? Mène tous ces processus alors, bien sûr, à une espèce de, comment dirais-je, de partisanisation des confédérations syndicales, transformées un peu donc en partis politiques, avec leurs alliances électorales, à se professionnaliser, à devenir des organisations d'élus. La CGT compte, qui est l'organisation que je connais le mieux, pas seulement parce que j'en suis adhérent, mais parce que je travaille dessus. On va reprendre ces chiffres, on va dire autour de 600 000 adhérents. Sur ces 600 000 adhérents, il y a 200 à 250 000 qui sont des élus. C'est ça, le champ syndical. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'au fond, ça pose aussi d'autres problèmes, parce que au sein de confédérations qui sont parfois devenues une espèce d'armée mexicaine, de fait, les décisions tendent de plus en plus à être du ressort des généraux. Et on observe au cours de ces processus que je viens de décrire, également des processus de présidentialisation des confédérations syndicales. La plus poussée aujourd'hui en ce sens, c'est la CFDT, ce qui n'aura rien d'étonnant, puisque c'est elle aussi qui est allée le plus loin dans l'adhésion au processus que je viens de décrire. Mais ces processus de verticalisation du fonctionnement des organisations syndicales, il existe aussi à la CGT. Et d'ailleurs, un collègue, René Mouriot, que vous connaissez peut-être, a employé lui-même cette expression de présidentialisation de la CGT. Ce qui pose quand même aussi problème à un moment où, a priori, la demande d'horizontalité paraît quand même relativement importante.
Bon, donc, me semble-t-il, ça devrait interroger peut-être. Il va y avoir des congrès syndicaux prochainement, mais tout ça interroge sur le fonctionnement de la démocratie syndicale, sur son rapport aussi au champ politique, sur ses pratiques de lutte notamment, parce que la grève reste très vivace, contrairement à ce que certains peuvent penser. Et je dirais plus largement, peut-être aussi à s'interroger sur comment, puisque l'ordre dominant a toujours fabriqué pour le syndicalisme des processus d'institutionnalisation, dont il a toujours été conscient d'ailleurs, comment fabriquer des processus de désinstitutionnalisation. Ah oui, ça compte aussi. Et je terminerai là-dessus, parce que je les aime bien, les syndicalistes révolutionnaires d'avant 14. Qui disent on va renverser tout ça. Bon. C'était pas des doudingues, parce que c'est un peu parfois comme ça que certains les présentent, des espèces ils sont rattachés à la tradition utopiste, bref, ils rêvent la nuit et ils se bourrent le mou, comme dirait l'autre, mais il ne se passera jamais rien. Mais ils le disent eux-mêmes, et c'était aussi ça l'intérêt de leur conception. C'était pas seulement de dire il y aura le grand soir un jour, mais ils l'écrivent dans leurs organes, ils disent ceci. Nous, le grand soir, ça fait partie de notre travail, quoi. Il faut qu'on y pense, parce que un être humain, il vit avec le beefsteak qu'il a dans son assiette le soir, mais il a aussi besoin d'un horizon et de perspective aussi, pour donner un sens à sa vie. Donc nous, on va faire les deux à la fois. Bon, on va faire les deux à la fois, mais si on pense à autre chose que le beefsteak qu'il aura dans son assiette le soir, c'est aussi parce que, pour nous, ça a un intérêt. Si on se donne nous-mêmes un horizon utopique, si on se dit que c'est cet horizon utopique auquel on doit travailler et que peut-être on n'atteindra jamais, mais peu importe, on doit le conserver en point de mire, eh bien, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est quelque chose qui va nous aider à nous prémunir de la volonté de l'ordre dominant de systématiquement nous attirer vers lui. Et c'est comme ça qu'ils conçoivent leur syndicalisme révolutionnaire, comme un instrument qui va les autoriser à rester extérieurs à cet ordre dominant, et en restant extérieurs à lui, au moyen des deux permanents que compte la CGT avant 1914, de parvenir à une série de conquêtes sociales, qui, si on en fait l'addition, me paraissent d'ailleurs plus nombreuses avant 1914 que celles que le syndicalisme de négociation collective a obtenues depuis 1982. Merci pour, Stéphane, pour cet exposé qui est, à mon avis, remarquable, à mon point de vue. On va commencer par les questions. Alors, il n'y a pas de micro-baladeur, si j'ai bien compris. C'est dommage, mais bon, on n'est pas, je pense que quand même, on peut, vu la construction de la salle, on peut très bien se passer de ce micro. Première question, là. Qu'avez-vous à dire sur la CNT, par exemple ? Pas grand-chose. Alors bien évidemment, si on la CNT, c'est la confédération anarchiste, on va dire, qui se revendique en tout cas de la tradition anarcho-syndicaliste. Alors qui a assez peu d'adhérents, à ma connaissance, et qui de fait n'a pas participé au processus que je viens de décrire. Bon, alors après, si la question c'est de savoir si elle a un rôle à jouer dans une éventuelle reconstruction du syndicalisme ou dans une pensée de la désinstitutionnalisation, comme je l'évoquais à l'instant, pourquoi pas ? Après, malheureusement, dans ce cadre-là, je ne pense pas que son poids soit suffisamment significatif pour avoir un impact sur le champ syndical. Elle a apporté quelque chose, est-ce qu'elle fait partie de... Elle-même, pas forcément, mais je dirais la tradition dont elle se revendique, bien évidemment. La tradition anarcho-syndicaliste, il est évident qu'il est celle des syndicalistes révolutionnaires. C'est évidemment cette tradition-là sur laquelle s'est construite le syndicalisme français. C'est notre héritage, c'est notre singularité. Parce que quand je parlais de ces syndicalistes révolutionnaires, on est d'ailleurs le seul syndicalisme au monde où des dirigeants syndicaux ont écrit un livre en 1909 qui s'appelle « Comment on fera la révolution ».
Les syndicalistes en question s'appelaient Émile Pouget, numéro 2 de la CGT, et Émile Patot, qui était le dirigeant du syndicat des électriciens, et qui raconte donc comment ils vont faire la révolution. On n'a pas l'équivalent nulle part dans le monde. Vous pouvez rechercher, vous ne trouverez jamais dans la littérature syndicale mondiale l'équivalent de cet ouvrage. Voilà, donc effectivement, c'est bien cette conception-là sur laquelle va prospérer le mouvement ouvrier français. Alors certes, aujourd'hui, on imagine mal, je sais pas moi, Marius Dumas et Frédéric Imbrecht écrire comment on fera la révolution, si on prend leurs homologues d'aujourd'hui. Bon, ce qui montre bien que si la CGT conserve en partie cet héritage, elle a quand même du mal à le faire fructifier. Alors moi, je voudrais essayer de revenir sur les causes du début du fléchissement de la résistance du mouvement ouvrier syndical entre la charte d'Amiens et le début du bloc social, mais à mon avis, c'était déjà bien entamé. Parce que par exemple, si on parle de la charte d'Amiens, en gros, très irrigué et très alimenté par le courant syndicaliste révolutionnaire et anarcho-syndicaliste, lui-même très au courant de ce qui se passait aux États-Unis, entre les chevaliers du travail et la FN, la création de la FN, donc avec 40 ans d'avance, il y a beaucoup de moutines, etc., d'accords collectifs, où est-ce qu'à un moment, dans le mouvement ouvrier syndical, qui, depuis la commune, était très prudent, voire très méfiant par rapport à la vie politique, qui était une époque où vous ne pouvez pas vraiment s'en mêler, et voulait fonctionner sur ses propres règles démocratiques, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Est-ce qu'à un moment, on peut situer et voir les causes qui pourraient nous servir peut-être pour réinverser la chose, de savoir quand est-ce que ce mouvement syndical, alors qu'il avait des atouts, il avait réfléchi au problème du syndicalisme, le permanentat, la démocratie, le syndicat, etc., les assemblées générales, quand est-ce qu'on peut situer ce fléchissement qui a conduit au fait que la dérive syndicale avec la congestion, est-ce que je suis clair sur... Oui, alors là c'est pareil, c'est pas datable, je dirais, d'une année précise, c'est un processus. Voilà. Alors pour moi, dans un autre livre que j'ai écrit qui s'appelle Le syndicalisme, la politique et la grève, j'ai fait une longue conclusion d'une, je sais pas, 60 ou 80 pages, qui est une proposition de lecture de ce que j'ai appelé les âges du syndicalisme. Bon, à partir justement de cet axe-là. Et les âges que j'ai déterminés, j'en ai déterminé 4, qui mènent progressivement vers ce que vous venez de décrire. Le premier qui, en gros, va de la Révolution française jusqu'à la légalisation de 1884. Bon, on est dans une phase là, de syndicalisme interdit, réprimé, puisque de toute façon il est officiellement inexistant, mais qui est en même temps une période intéressante parce que c'est justement aussi pendant cette période-là que se forge la culture qui va donner la charte d'Amiens. Pourquoi ? Parce qu'on a plus longtemps qu'ailleurs en Europe occidentale des militants qui sont pourchassés, auxquels l'État mène la vie dure, qui à un moment donné ont cru dans la République et qui à chaque fois que la République est arrivée, alors la deuxième en juin 1848 elle fait tirer sur les ouvriers, la troisième en 1871 la Commune de Paris, bref, qui donc désespèrent de cette République et qui donc pendant cette espèce de période de maturation se construit cette culture de la clandestinité, de la lutte, de la méfiance à l'égard de l'appareil d'État et en conçoit la nécessité par lui-même de fabriquer un projet collectif, un projet de société. Bon. Et il y a une deuxième période qui donc va en gros de la fin du XIXe siècle jusqu'à la Seconde Guerre mondiale où pour l'essentiel le syndicalisme français va reposer sur ces conceptions-là, ces conceptions de charte d'Amiens, mais avec déjà un début de forme de recentrage, au fond, avec déjà un clivage très net au sein du champ syndical, entre la CGT unitaire, la CGTU, et puis celle de Léon Jouot, qui, en 1925 ou 24, est d'ailleurs celle qui revendique la création d'un conseil économique et social. Parce que, considérant que le rôle du syndicalisme, un peu comme la CFDT aujourd'hui, c'est de participer au système institutionnel et d'avoir sa place dans le système institutionnel. Donc on est déjà à ce moment-là avec des propositions, des conceptions de syndicalisme qui ouvrent la possibilité d'une insertion accrue au sein du champ institutionnel. Sauf qu'à ce moment-là, il y a un écosystème qui se met en place,
pendant cette période-là et qui va prospérer jusque dans les années 60-70, c'est-à-dire l'écosystème CGT Parti communiste, qui va contrecarrer, au fond, de manière dominante, ce projet-là. Bon, qui d'ailleurs, au fond, existait auparavant aussi, parce que les syndicalistes révolutionnaires, en termes numériques, n'ont jamais été majoritaires. Jamais. Avant 14, ils étaient minoritaires. D'ailleurs, opportunément, les dirigeants de la CGT refusaient un homme, un vote, comme certains le demandaient, parce qu'ils savaient que si c'était un homme, un vote lors des congrès, il serait minoritaire. Bon, mais peu importe, l'imprégnation culturelle dominante, ça va quand même être la leur. Bon, et cette imprégnation culturelle dominante, même si eux, ils la conçoivent avant 1914, dans l'autonomie, c'est-à-dire sans association avec un parti politique, la CGTU des années 20 et jusqu'à 35, et puis la CGT à dominante communiste de l'après-guerre, va en partie reprendre quand même ce projet-là, mais au sein de cet écosystème PC-CGT. Plus en autonomie cette fois, mais avec toujours cette conception selon laquelle il faut un mouvement ouvrier qui fasse peur à l'ordre dominant, voilà, tout simplement. Hein. Et d'ailleurs, les concessions des années 60, 68 notamment, enfin, on n'aurait pas eu le même 68 avec une CGT qui aurait eu une force différente et surtout un PC qui n'aurait pas fait 20% des voix aux élections. Parce que le moteur du progrès social dans notre pays, ça a toujours été la peur de l'ordre dominant. Et d'ailleurs, il semblerait que ça le reste aussi. Hein. Mais en même temps, on est quand même, malgré tout, et en dépit même de cet écosystème, il y a la force de ce processus d'intégration. Le processus d'intégration par les institutions du champ syndical ne s'est jamais arrêté. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Ça a toujours été, ça a été un point de mire permanent. Bon. Et extrêmement puissant, c'est cette volonté intégratrice. Bon. Et, à mon sens, elle va pouvoir se déployer à partir du moment où, d'un côté, perdure le modèle qu'avait proposé Jouot dans l'entre-deux-guerres, qui, à sa façon, sera repris par Force ouvrière, et puis d'une autre manière par la CFDT, si on veut simplifier, et dès lors que, parallèlement, l'écosystème qui, jusqu'à présent, freinait le mouvement d'intégration, c'est-à-dire cet écosystème PC-CGT, lui-même vole en éclats. Voilà. Et donc, à partir du moment où cet écosystème-là vole en éclats et n'existe plus, la porte est grande ouverte à l'intégration pleine, ou quasiment pleine et entière du champ syndical comme relais de l'ordre dominant. Et de son autre corollaire que je n'ai pas évoqué, ce que j'appelle l'assignation à résidence professionnelle du syndicalisme. Parce que, voilà, l'un des objectifs de l'intégration du champ syndical aux institutions, c'est l'assignation professionnelle des organisations, à résidence professionnelle des organisations syndicales. Et qui, lui aussi, cet objectif, est aussi vieux que le syndicalisme. Quand je parlais tout à l'heure des discussions autour de 1884, eh bien c'est ça, l'une des discussions, c'est comment faire pour qu'ils ne fassent pas de politique. Mais comment on va faire ? Vous voyez ? Comment on va rester entre nous ? Hein ? Là, c'est dur, ça. Ça va être très, très dur. C'est d'ailleurs amusant. Les plus longs débats au Sénat et à l'Assemblée nationale, c'est justement sur quelques mots de l'article de loi qui définit les fonctions du syndicalisme. Et notamment sur un adverbe, qui est l'adverbe exclusivement. Puisque dans l'un des articles de la loi, il est dit que le rôle des organisations syndicales, c'est de s'occuper exclusivement des questions professionnelles. Et ce mot exclusivement, il a donné lieu à des jours de débat au Parlement en 1884. Certains estimant que si on ne mettait pas exclusivement, la justice serait moins à l'aise pour condamner les syndicats qui s'estimeraient en droit de se mêler de politique. Donc on veut mettre exclusivement. Il y a des débats incroyables là-dessus, quoi. Mais avec cette idée, alors ce qui est amusant, c'est que certains sénateurs, les plus conservateurs, se lèvent et disent « Mais
qu'est-ce que vous racontez? Vous pouvez mettre exclusivement, de toute façon ça ne sert à rien. Ils vont bien s'apercevoir que de toute façon, quand vous avez des revendications même salariales, les tenants et les aboutissants, c'est des tenants et des aboutissants systémiques. Enfin, c'est le système capitaliste qui ne va pas, ils vont s'en apercevoir. Enfin, ils disent ça comme ça, quoi. Parce que ce qui est formidable dans les débats de l'époque, c'est qu'il n'y a pas de télé, il n'y a pas de radio, donc ils se disent tout dans le blanc des yeux. C'est formidable. Dans le journal officiel, là, c'est du brut de décoffrage. Ils cachent rien, quoi. Et ils le disent. Ils sont là pour être les béquilles du social. Voilà, c'est ça le rôle des syndicats. Et donc, depuis 130 ans ou 140 ans, cet ordre dominant, il a pour souci constant de faire des organisations syndicales de pure et simple béquilles du social. Voilà. Sauf qu'à certains moments, voilà, il y a des conceptions du syndicalisme ou des associations avec le politique qui ont compliqué l'opération. Voilà. Mais dès lors que c'est délité ce rapport au politique du champ syndical, et donc dès lors qu'au fond l'a emporté la tendance plutôt qui se satisfait plutôt du pain et des jeux, le processus pouvait trouver une forme d'aboutissement. Alors moi, j'aurais 3 petites questions. La première, c'est... Tu parles peut-être dedans. Ou non, mais vous entendez. Ouais. Donc la première, ça serait sur le syndicalisme européen, donc la Confédération européenne des syndicats, sachant que les 5 confédérations françaises y appartiennent et que la FSU fait des pieds et des mains pour y entrer. Est-ce que cette appartenance à la CES est un appui à une éventuelle désinstitutionnalisation ou au contraire, est-ce que la CES est une machine à institutionnaliser ? La deuxième question, ça serait par rapport à ce que tu nous as dit sur la décentralisation des relations sociales. Donc, tu as beaucoup employé ce mot de décentralisation sociale. Est-ce qu'il y a un rapport avec la décentralisation politique initiée en grande partie par Mitterrand, enfin poursuivie par Mitterrand à partir du début des années 80, en tant que casse du cadre national? Voilà, est-ce qu'il y a un rapport, une cohérence entre ces deux projets, décentralisation sociale et politique? Et puis la troisième petite question, c'est, on est tous dans un mouvement social initié par les Gilets jaunes. Comment tu analyses, toi, la méfiance initiale, alors en partie aussi fabriquée, mais réelle quand même, des Gilets jaunes vis-à-vis du mouvement syndical, et comment tu analyses le rapprochement qu'on constate aujourd'hui quand même dans de nombreux endroits entre Gilets jaunes et Gilets rouges? Alors sur la première question, on peut difficilement concevoir la CES comme un instrument de désinstitutionnalisation puisque c'est une institution. Dans son fonctionnement même, la Confédération européenne des syndicats est une institution participant du fonctionnement de l'Union européenne, assise sur les modèles scandinaves et anglo-saxons de syndicalisme. Et par ailleurs, comme chacun sait, donc, on va bientôt avoir à la tête de cette Confédération européenne des syndicats Laurent Berger, qui va être donc intronisé là prochainement président de la Confédération européenne des syndicats. C'est fait. Bon. Et d'ailleurs, on peut y voir une forme d'opération supplémentaire contre la CGT, ou en tout cas contre une frange de la CGT, parce que je sais par ailleurs que ça sert à court-circuiter un certain nombre d'initiatives qui, au sein d'organisations européennes professionnelles, étaient en train de se construire, là plutôt sur des bases un peu moins CES, on va dire, c'est-à-dire sur des bases un peu moins de compromission et davantage sur des bases de mobilisation, et qui risquent d'être en partie court-circuitées par l'arrivée de Laurent Berger à la tête de cette Confédération européenne des syndicats, à laquelle la CGT a adhéré d'ailleurs au moment de son recentrage. L'adhésion de la CGT à la CES se fait dans le cadre de ce processus de recentrage. Mais la CES est une institution, elle est financée par l'Union européenne, et la seule revendication qui lui paraisse un tant soit peu combative est celle d'un travail décent, dont personne ne sait vraiment ce qu'il signifie concrètement. Qu'est-ce qu'un travail décent, qui le définit, à partir de quoi, et selon quels critères. Bon.
Sur la décentralisation, oui, moi ça me paraît évident que... alors d'abord, les deux processus sont parallèles, hein, la décentralisation politique et la décentralisation des relations sociales. Hein, au fond, Mitterrand, d'une certaine façon, on peut se demander si, bien qu'il ait coupé l'herbe sous le pied de Rocard, si c'est pas finalement la deuxième gauche qui est au pouvoir au travers de Mitterrand. Hein, en tout cas, dans les réalisations de ce point de vue-là, en matière de décentralisation, qu'il s'agisse de celle des relations sociales ou de celle des